Hey, hey. Trop bien. Bonjour tout le monde, bonjour. Je suis très heureux d'être face à vous. Aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien installés. Je suis Raphaël Yem, j'anime des émissions pour France Télévisions sur France.tv, notamment Culture Box l'émission, qui passe Culture Box le show, qui passe tous les dimanches à 21h avec Daphné Burki, et une autre émission d'actualité à hauteur d'enfant qui passe avec Oku sur France 4 qui s'appelle Mission Info. Et qui passe tous les dimanches à 11h50. Je suis très heureux d'être ici parce que dans quelques instants, on va recevoir une personnalité que j'admire dans le sens où on se connaît depuis une vingtaine d'années, je crois. On a beaucoup d'engagements communs, des batailles communes, des barres de rire communes aussi. Je vais t'accueillir dans quelques instants dans ce hammam du Grand Palais. Waouh! Au moins, vous avez payé votre entrée pour double fonction et ça fait plaisir. Elle vient pour son livre qui s'appelle Dictionnaire amoureux du féminisme. J'ai cherché, il n'y a pas d'entrée Rokhaya Diallo dans ce livre, mais j'en ai trouvé une qui fonctionne à peu près. À chaque fois, j'étais émerveillé par cette femme qui sautait du haut des immeubles, stoppait des voitures à main nue, pilotait un avion transparent ou encore entourait ses ennemis du lasso de la vérité, les contraignant à balancer leurs secrets les plus enfuis. Madame, messieurs et tout le monde, merci d'accueillir Rokhaya Diallo. Ma Wonder Woman. Comment ça va? Bah ouais, installe-toi dans ce siège en tissu qui va être encore plus chaud. Je t'en prie. Voici le public du Grand Palais venu t'écouter au sujet de ce dictionnaire. Vous m'en voudrez pas si on se tutoie, comme je le dis, on va pas se mentir, vraiment, on se connaît depuis une vingtaine d'années. Et on a survécu. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci pour ton accueil, Raphaël. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci beaucoup pour votre accueil également. Je tiens déjà à vous signaler, les amis, que juste après cet entretien, tu iras signer ton livre. Si vous ne l'avez pas encore eu ou si vous l'avez déjà et que vous avez envie de le faire signer, ça va se passer chez ton éditeur. Exactement, sur le stand des éditions Plomb qui est juste un peu plus loin là. Voilà, donc on se fait une petite intro, histoire de, si vous ne connaissez pas encore ce dictionnaire, qu'on sache de quoi il en retourne. J'ai fait un gros mansplaining, j'ai pris ce canapé. J'ai rien dit, mais je n'en pense pas moins. Viens, on échange tout de suite, s'il te plaît. Et on va la refaire. Mesdames et messieurs, Rokhaya Diallo. Rokhaya, la première femme qui tient un discours féministe, c'est ta maman. Parce que très tôt, elle te dit, je la cite, « Ne laisse jamais quiconque te faire croire que ta valeur est moindre. » C'était à quel moment tu as dit ça? Et pour toi, c'est un véritable déclic, cette phrase. Bah, disons qu'elle m'a dit ça vraiment dès l'enfance, hein, toute petite. Et je pense que je ne l'interprétais pas nécessairement comme quelque chose de féministe ou qui était lié à mon genre, en tout cas. Mais j'ai compris très très jeune que le respect des autres était important et que c'était quelque chose qui était inhérent à ma condition d'être humain. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je méritais en tant qu'être humain, le respect des autres, tout comme n'importe qui pouvait le mériter. Et j'en fais l'interprétation aujourd'hui, en étant féministe, en ayant lu beaucoup de choses. Je comprends en fait qu'elle m'a vraiment donné les outils, à la fois pour me défendre et pour comprendre ma condition dans un monde qui pouvait être hostile, pour plein de raisons. Pour plein de raisons, on le sait, pour celles et ceux qui te suivent sur les réseaux, qui suivent ta carrière, qui suivent tes discussions, quelquefois enflammées. Je crois qu'ils vont pouvoir comprendre de quoi tu parles. Ce dictionnaire amoureux du féminisme, c'est un ouvrage qui va aussi bien chercher dans la culture populaire que la culture empirique, que les essais. C'est surtout un dictionnaire amoureux. J'insiste sur ce mot qui m'a d'abord surpris. Est-ce que c'est comme ça que tes éditeurs t'en ont proposé la rédaction ? Oui, alors le dictionnaire amoureux, c'est une collection qui existe maintenant depuis 25 ans, qui a fait l'objet de beaucoup de définitions. Donc il y a plein de termes qui ont fait l'objet d'un dictionnaire amoureux. Le tennis, les États-Unis, le Maroc, les mille et une nuits, Proust, enfin énormément de choses. Et Grégory Berthier-Saudret, qui est l'éditeur qui est en charge du dictionnaire amoureux, m'a contacté quand il a constaté qu'il n'y avait pas encore eu à l'époque de dictionnaire consacré à un sujet féminin. Donc ni à une autrice, ni à un thème lié au féminin. Et il m'a sollicité sur le féminisme et j'avoue que connaissant
la collection des dictionnaires. J'ai été surprise de ce choix parce que je suis féministe, c'est certain, mais je ne suis pas forcément partie des féministes les plus consensuelles. Donc je me suis dit, bon, qu'on me confie cette mission, peut-être que ça ne plaira pas nécessairement à tout le monde. Et précisément, il m'a dit, c'est parce que je sais ce que vous voulez, ce que vous dites, et pourquoi vous le dites, que j'ai envie que vous soyez l'autrice du dictionnaire amoureux du féminisme. Et c'est vrai que moi, en tout cas, dans ma rédaction, j'ai mis beaucoup de temps à commencer à l'écrire, parce que j'étais super intimidée par le côté dictionnaire. C'est-à-dire écrire, c'est déjà intimidant. Écrire un dictionnaire, c'est vertigineux. On ne sait pas par où commencer, on sait que ça va de A à Z, que ça doit être assez conséquent sur le plan du volume. Et puis, il faut faire des définitions. Ça veut dire qu'il faut trouver une entrée pour chaque lettre au moins. Il n'y a pas toutes les lettres. Ah ouais. Ouais, il n'y a pas de Z. J'ai pas trouvé de mot en Z. Mais c'était surtout, en fait, il y a des mots qui mettent la pression. Quand on doit définir certains mots, sachant le nombre de personnes qui ont travaillé dessus, on se dit, si je m'aventure sur ce terrain, il y a tellement de critiques possibles que c'est très stressant. Et finalement, ce qui m'a vraiment permis d'avoir le déclic de l'écriture, c'est le côté amoureux. C'est que je me dis, oui, c'est un dictionnaire, mais c'est un dictionnaire amoureux, donc c'est quand même une lecture personnelle du féminisme. Donc, même c'est une écriture à la première personne. Absolument. C'est écrit à la première personne. Il y a quand même une considération pédagogique pour ma part. J'ai vraiment envie sur les entrées, comme sur des thèmes comme le genre, comme l'intersectionnalité, j'ai vraiment envie de donner des définitions qui peuvent donner des outils pour avoir les clés, et en même temps des mots que j'ai choisis parce qu'ils m'importent. Tu as cité l'entrée qui est dans qui fait partie des dernières pages, Wonder Woman, parce que j'adore les comics et que Wonder Woman, voilà, c'est la première super-héroïne, donc je voulais qu'elle soit dans mon dictionnaire amoureux, mais c'est mon choix, voilà, c'est quelque chose qui m'appartient aussi. Tu disais à l'instant que tu faisais pas partie, en ton sens, des féministes consensuelles. Ça veut dire qu'il y a des féministes consensuelles? Il y a des féministes, en tout cas, qui sont peut-être moins décriées que moi et qui... Tu veux dire moins sulfureuses? Je ne crois pas que je sois sulfureuse. Je pense que c'est des personnes qui sont effectivement peut-être dérangées par ce que je peux dire, qui me labellisent de cette manière-là. Mais disons qu'il y a un féminisme mainstream qui s'accommode peut-être davantage des rapports de force et qui dérange moins parce qu'il questionne moins en profondeur. Et je dis ça en toute humilité parce que je ne suis pas la seule à avoir ce féminisme qui irrite un petit peu. Et qui est assis confortablement au siège du pouvoir, tout simplement. Et donc ce féminisme-là, oui, il est plus consensuel parce qu'il questionne beaucoup moins la France, ses rapports de force à plein d'endroits. Donc le féminisme, il croise plein d'autres formes d'oppression, on va sans doute en parler. Donc oui, moi je sais que quand je prends la parole publiquement, beaucoup de réactions sont négatives. Après, je reçois énormément de soutien. Il ne faut pas que je sois malhonnête là-dessus. Et c'est ce qui me donne envie de poursuivre. Il y a beaucoup de chaleur, beaucoup d'appréciation positive. Mais c'est vrai que... il y a un petit groupe comme ça de féministes qui se proclament universalistes du haut de leurs quelques arrondissements parisiens, qui pensent incarner le féminisme et les femmes dans toute leur pluralité. Et effectivement, ce féminisme-là qui est considéré comme le féminisme attendu, on va dire. Chercher les réactions négatives dans cette arène, au cas où dans cette agora, on ne sait jamais. Est-ce qu'il y a, j'allais poser cette question, mais tout de suite je me reprends, est-ce qu'il y a un féminisme à la française? Est-ce qu'il y a des féminismes à la française? Est-ce qu'il y a des particularités françaises? Il y a l'histoire du féminisme, nécessairement, elle est singulière parce que les droits des femmes ont été entravés pour des raisons similaires, mais par des dispositifs différents. Par exemple, en France, Napoléon a joué un grand rôle dans les entraves qui ont été faites aux femmes. Après la Révolution, les femmes ont gagné beaucoup de droits qui ont été stoppés net en fait, en 1802 lors de l'instauration du Code civil, en fait, qui a été une mise sous tutelle des femmes, sous la tutelle de leur père d'abord et puis de leur mari. Et le mariage, selon les termes du Code civil napoléonien, c'était vraiment une mise en domination officielle des femmes. Donc effectivement, dans le contexte français, les droits des femmes ont une histoire bien particulière. Puis après, il y a d'autres choses qui caractérisent la France, c'est que la France a été un grand empire colonial, le deuxième après celui britannique. Donc parmi les femmes, il y a eu des statuts différents. Il y a les femmes qui étaient citoyennes qui n'avaient pas le droit de vote, et il y avait des femmes qui étaient sujettes qui n'avaient pas le droit de vote. Donc c'est vraiment... Et on dit souvent que les femmes ont obtenu le droit de vote en 1944, mais pas toutes les femmes, en fait. Dans les colonies, ça s'est fait de manière progressive dans les années 50. Donc finalement, il y a toujours eu une hiérarchie
Et d'ailleurs, parmi les femmes qu'on appelle qu'on appelait les suffragettes pardon, et que moi j'ai nommé les suffragistes dans le dictionnaire amoureux, il y avait donc ces femmes qui étaient françaises blanches, beaucoup, pour avoir des droits et le droit de voter, disaient écoutez, je ne comprends pas que les hommes colonisés, donc les Noirs, les Asiatiques, aient le droit de voter et pas nous alors qu'on est blanches. Donc, dans le féminisme, effectivement, il y a quand même des dominations qui persistent et parfois l'argumentation n'était pas géniale, quoi. Ce livre, il est là, il est dans mes mains, le dictionnaire amoureux du féminisme. À qui est-ce que tu voudrais l'offrir, ce dictionnaire? S'il y avait une personne là, j'allais dire dans l'actualité, dans notre société, qui devrait le lire très très vite, le recevoir, ce serait qui? Un président de la République. Disons que on a un président de la République qui a été élu 2 fois, qui a fait de l'égalité femmes-hommes la cause des 2 mandats successifs. Et à chaque mandat, en fait, les ministres en charge des droits des femmes avaient moins de pouvoir et moins de moyens. Donc, en fait, le féminisme, c'est une révolution et ça veut dire des moyens, ça veut dire des politiques qui sont au cœur de tous les dispositifs qui sont relatifs en fait aux droits humains, mais de manière générale, ça va dans l'éducation, la justice, la question de l'intérieur. Donc, on ne peut pas se contenter de mesures symboliques. C'est important d'avoir fait entrer l'IVG dans la Constitution, mais c'est insuffisant. Ça ne peut pas suffire. On ne peut pas garantir des droits, c'est important, mais il faut que ces droits puissent être exercés. Donc, accéder à l'IVG, c'est difficile encore aujourd'hui. Et donc, ça veut dire qu'il faut mettre en place en fait, des dispositifs pour que chacun, chacune puisse accéder à tous ces droits. Donc, je dis le président de la République parce qu'il a réuni un boys club autour de lui, parce qu'il a choisi à un moment donné un ministre de la Justice qui avait été accusé de viol. Et quand on lui a dit que c'était pas super comme idée, il a dit mais non, c'est bon, on a parlé d'homme à homme, tout va bien. Donc peut-être qu'effectivement, après c'est pas nécessairement mon dictionnaire amoureux, je pense qu'il y a plein de personnes que je cite dans le dictionnaire amoureux qu'il devrait lire. Et je pense que ça lui ferait du bien, ouais. Non, mais alors attends, ça nous va. Pour de vrai, viens, on va lui envoyer pour de vrai. Et je veux voir ce que tu veux lui écrire en dédicace. J'ai un stylo. Vraiment? Ouais, vraiment. Bon, en plus, il y a mes annotations, il va kiffer. Hein. Franchement, je lui rajouterai un petit mot peut-être. Il y a des gens qui veulent rajouter un petit mot au président de la République. Ouais, est-ce qu'on fait un truc collectif? Qu'est-ce que vous voulez dire à... Est-ce qu'on fait passer le livre et chacun écrit une petite doléance dedans? Ça vaut un autre bouquin, ça. C'est une très bonne idée. C'est une super idée. Qu'est-ce que tu lui écris? Alors, qu'est-ce que j'écris? Je sais pas, j'ai tellement de choses à dire. Je vais écrire un article. Ouais, mais il n'y a qu'une petite page. Hein. J'ai envie de lui dire... Il y a des gens qui crient des mots déjà. Oui. Macron démission. Non, écris ce que tu veux. Écris ce que tu veux. Non, je vais lui écrire que le féminisme mérite mieux que ça. Mérite mieux. Allez. Merci beaucoup. Oh, j'adore. Elle a écrit d'abord pour Emmanuel Macron. Bah oui. Je vais mettre un emoji cœur. Ok. Le féminisme. Je vérifie aussi pour vous, je suis vos yeux, faites-moi confiance, qu'en fait, Rokhaya n'est pas une menteuse. Oui, que je lui demande pas un boulot en secret. Et qu'ils lui disent pas. Je mets mon CV. À quand mon ministère? Point d'interrogation. Une fois que ce sera fait, Rokhaya, j'ai repéré évidemment quelques mots, quelques notions, quelques entrées. Merci beaucoup. Hein. Je dis à Katia, on va l'envoyer hein, pour de vrai, pour le coup. Wow. Et tu as quand même écrit merci. Hein. Merci, Rokhaya Diallo. Merci d'avance peut-être. Je disais, il y a quelques entrées, quelques notions que j'ai repérées, qu'on pourrait passer en revue ensemble, peut-être les expliciter, et j'en lirai quelques petits bouts si tu veux. Par exemple, il y a combien d'entrées en tout? Il y en a des dizaines et des dizaines. Ouais, il y en a plus de 150. Hein. Il y a 600 pages, je ne sais plus combien d'entrées il y a. Bon, je vais regarder quelques-unes. J'avais repéré par exemple quelque chose qui dit beaucoup aussi de notre société, de l'engagement aussi des citoyens, des citoyennes, c'est les colleuses, les colleurs. Peut-être je lis un petit mot sur une de tes définitions. Tu dis « En 2016, les murs de Paris voient éclore de puissants messages féministes. Ainsi s'expriment les collectifs baptisés colleurs-colleuses, constitués de femmes et de personnes non-binaires pour dénoncer le sexisme à l'aide de mots formés par des lettres peintes sur des feuilles individuelles collées une à une sur les murs. » Vous les avez peut-être repérées déjà. Oui, je vois que les gens hochent la tête. Oui, voilà, c'est ça, notre colère sur vos murs. Il y a énormément de mots pour
à la fois commémorer les femmes qui avaient été victimes de violences sexuelles et sexistes et qui malheureusement nous avaient quittés, et puis dénoncer effectivement l'impunité, le silence, l'omerta, l'inaction politique. Et c'est extrêmement puissant, ça a commencé en France, ça s'est répandu dans d'autres territoires, en Europe, en Amérique du Sud, c'est très très inspirant. Et je trouve que cette manière de prendre possession de la ville, alors que les femmes en sont exclues parce qu'elles subissent des violences, parce qu'elles subissent des intimidations, c'est vraiment une manière de s'ancrer, d'ancrer nos messages un peu partout. Donc je voulais rendre hommage vraiment à ces colleurs, à ces colleuses, parce que elles et ils font un travail et elles font un travail extrêmement courageux. Et puis c'est quelque chose d'artistique aussi dans cette prise de possession de l'espace public. Oui. Je sais que déjà ton nom et d'autres féministes contemporaines, d'autres héroïnes aussi sont apparues sur les murs. Qu'est-ce que ça fait ? Ah, franchement, c'est un peu bouleversant, quoi. C'est hyper émouvant. Vraiment, il y a des collectifs aussi qui remplacent les noms de rue par des noms de féministes vivantes ou pas nécessairement. Et c'est vrai que de voir son nom, en fait, c'est symbolique. C'est-à-dire que c'est pas tant moi que ces idées-là qui vont s'inscrire dans l'espace public. Donc ouais, vraiment, je remercie toutes ces personnes de nous faire honneur de cette manière. Il y en a peut-être d'ailleurs dans cette salle des colleurs, des colleuses, on ne sait pas. Peut-être. Et d'ailleurs, peut-être que le Grand Palais va être collé dès aujourd'hui, je ne sais pas. Tu donnes des idées aux gens ? Je donne des idées. Maintenant qu'on a fait signer un exemplaire pour le président, pourquoi pas ? Oui, tout est possible. Il y a une autre entrée qui est totalement qui fait, j'allais dire, l'actualité tous les jours, le consentement. Le consentement, toi tu écris, tu commences cette entrée par faire référence, en tout cas parler du livre de Vanessa Springora, qui, dans son livre Le Consentement, raconte sa propre histoire, celle d'une enfant de 14 ans, sous l'emprise d'un prédateur quinca, qui, en plus, bénéficie de la complaisance du petit milieu parisien. Et dans cette entrée, tu écris « Non, les corps féminins inertes ne sont pas à la disposition des hommes, qui les trouvent sur leur passage, prince charmant ou non ». Oui, parce qu'effectivement, la question du consentement... elle est aussi forgée par les représentations collectives. Et c'est vrai que quand on pense aux contes de fées, que ce soit La Belle au Bois dormant ou à Blanche-Neige, on grandit avec ces images de femmes endormies qui sont embrassées et qui tout à coup se réveillent d'un endormissement très long ou d'une mort probable par le baiser d'un prince charmant qui les ramène à la vie et qui devient en fait leur compagnon. Et ce prince charmant en fait arrive, il demande rien en fait et il prend ses corps inertes. Et c'est presque une bénédiction tel que c'est présenté dans les contes. Et ça montre comment nous, en tant qu'enfants, en tant que petites filles notamment, on apprend finalement que c'est normal de rester passive et d'attendre qu'un prince charmant finalement nous extorque quelque chose qu'on ne lui a pas donné et que c'est presque la chance de notre vie, c'est peut-être presque notre délivrance. On passe d'un état léthargique à un état de soumission à un homme qui prend possession de notre corps. Et encore dans les dessins animés qu'on connaît, Disney, ils les embrassent, mais dans les contes d'origine, c'est bien plus violent. Donc c'est oui, la question du consentement s'inscrit aussi dans ces représentations de culture populaire et effectivement, c'est un débat actuel qui est très important, le fait d'intégrer le consentement à la loi. Toutefois, cette intégration dans la loi doit vraiment veiller à ne pas déplacer la charge de la suspicion sur les victimes. C'est-à-dire que demander à ce que le consentement soit reconnu comme une condition pour caractériser une action qui est légitime, bien sûr, mais il ne faut pas que ça devienne l'occasion de jauger en fait la victime et finalement qu'on déplace les considérations sur la victime en disant quel a été son comportement. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut être prudent. Ça c'est le risque là. Absolument. Ouais. C'est pour ça qu'il faut adjoindre le consentement à d'autres critères et à d'autres conditions. Il y a d'autres entrées, évidemment, tu l'as dit tout à l'heure, il y en a plus de 150. Une autre très intéressante qui elle aussi fait plutôt l'actualité, c'est le mot masculinité. Là on est boom, page 331. Je disais que ça fait plutôt l'actualité parce que vous avez peut-être toutes et tous vu cette série, en tout cas entendu parler de cette série sur Netflix qui cartonne et qui s'appelle Adolescence. On a retenu l'effet esthétique, à quel point c'était canon de faire un énorme plan séquence qui ne s'arrêtait pas. Finalement, ce qu'il faut retenir ce qu'il faudrait aussi retenir de cette série, c'est la masculinité toxique, le masculinisme. Tu écris à ce sujet, la masculinité est une part si essentielle de l'identité des hommes, hétérosexuels en particulier, qui sont prêts à presque tout pour la préserver de toute possible remise en cause. Elle est si précieuse qu'il existe un mot pour décrire le drame de sa perte, émasculée, qui n'a pas d'ailleurs d'équivalent féminin.
Oui, ça montre bien que c'est considéré comme un aspect structurant de l'identité des hommes et un aspect précieux. Et donc, tous les hommes en fait, qui sont considérés comme ayant une masculinité discutable font aussi l'objet de brimades, comme les personnes qui ne sont pas masculines. Et tous les hommes, en fait, finalement, qui parce qu'ils sont homosexuels, parce qu'ils ne présentent pas des signes qui sont considérés comme masculins, peuvent être questionnés, peuvent être harcelés, etc. etc. Et donc, la masculinité, en fait, c'est un régime de pouvoir. C'est pas seulement le fait d'être un homme, c'est vraiment le pouvoir et le statut, la position sociale qui est associée au masculin. Et dans cette série Adolescence, on voit bien ce garçon, en fait, qui se trouve convaincu par une radicalisation sur les réseaux sociaux de son droit, en fait, à porter atteinte au corps d'une autre jeune fille. Et on voit comment ça se fait sur les réseaux par justement ce qu'on appelle aujourd'hui la manosphère, donc ces influenceurs masculinistes qui ont vraiment des propos sur les femmes qui sont très dégradants, qui sont d'une hostilité et vraiment vraiment qui méprise les femmes de manière tellement explicite que c'est vraiment stupéfiant. Et on voit chez les jeunes hommes un recul de certaines positions d'égalité femmes-hommes qui pourtant semblaient être acquises à la génération précédente. Sur quoi, par exemple? Si on devait donner un, deux exemples. Sur la place des hommes dans le système de domination, sur le fait que les hommes seraient menacés par une société qui serait dominée par les femmes, c'est une croyance qui est de plus en plus répandue. Et cette croyance, souvent, elle est sanctionnée par en fait, des violences à l'égard des femmes. Et il y a de plus en plus de jeunes hommes qui sont convaincus en fait, que les femmes ont tout et qu'elles ont le pouvoir, alors que tous les indicateurs montrent le contraire. Et donc, c'est quelque chose qui finit... ça avait commencé vraiment à la fin des années 80, où effectivement... on a eu cet attentat tragique qui a eu lieu au Canada, où un homme est entré à l'école polytechnique et a tué des dizaines de femmes, justement au nom de ça et au nom de cette croyance, cette conviction. Et aujourd'hui, la brutalité, elle est verbale, mais elle peut effectivement prendre la forme d'attentats de cet ordre-là, quoi. Une autre entrée dans ce dictionnaire, l'expression vieille dame. Je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui, je ne sais pas si... J'en sais rien d'ailleurs. C'est page 549, ce que tu dis sur les vieilles dames, c'est comme ça que tu as décidé d'en parler dans ce dictionnaire. Tu dis, le grand âge est un stigmate, particulièrement quand il s'abat telle une malédiction sur les femmes. Dans nos sociétés, l'âge n'est pas valorisé comme une source d'expérience. Oui, j'ai une entrée d'ailleurs sur l'âge. Et c'est vrai que c'est fascinant de voir à quel point, dans les considérations sociales actuelles, les femmes sont valorisées elles sont valorisées en fonction de leur plastique, beaucoup en fonction de leur physique. Et finalement, ce qui est valorisé chez une femme, c'est la quête éternelle de sa jeunesse. Donc tout ce qui va être lié à sa jeunesse va la valoriser. Et donc il y a une pression qui est effectuée sur les femmes pour qu'elles mettent tout en œuvre pour ressembler le plus à ce qu'elles ont pu être à un moment de leur vie. Et en fait, tout le reste, plus elles s'éloignent de ce moment, moins elles sont valorisées. Et en fait, on a l'impression, après c'est général, hein, c'est pas seulement lié aux femmes, mais qu'à passer un certain âge, en fait, les personnes n'ont plus la même valeur. Et que leur expérience, finalement, on va pas puiser dedans, alors que dans certaines cultures, c'est une source d'autorité, c'est une source même de position sociale centrale. Et bien ici, finalement... c'est presque dégradant en fait, et c'est vraiment triste. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo sur Instagram d'un gynécologue qui parlait des études de médecine et qui disait qu'en fait la ménopause c'était 1 heure de cours, alors que je veux dire, a priori, si ça commence à 50 ans, il y a moyen que ça dure quand même une petite trentaine d'années. À l'échelle d'une vie, c'est quand même assez long. Et c'est fou, en fait, que ce soit un temps de vie. C'est comme si, en fait, les femmes, à partir du moment où elles sont plus, entre guillemets, fertiles, elles sont considérées comme... on considère que leur corps ne mérite plus d'avoir la même attention médicale. Donc, et je ne veux pas seulement médicaliser l'âge, hein, mais voilà, moi, la question de la vieille dame, je trouve que... Et c'est intéressant parce qu'avec les vieilles dames, il y a aussi l'idée de la sorcière. Et je trouve que ces femmes-là... Pardon, j'illustre ce que tu dis en lisant un extrait de ce que tu as écrit à ce sujet. Les vieilles femmes sont souvent dépeintes comme des figures repoussantes, pétries de méchanceté, particulièrement effrayantes pour les enfants de Tati Daniel aux affreuses sorcières de contes de fées. Notre culture populaire regorge de ces personnages aigris, acariâtres, malveillants. Mais pourquoi les femmes âgées font-elles peur ? Mais parce que, en fait, les femmes autonomes font peur.
Parce qu'en fait, les femmes âgées, souvent, sont moins, comment dire, tributaires en fait des injonctions patriarcales pour plein de raisons, parce voilà, elles peuvent s'en affranchir plus facilement. Et qu'en fait, toute femme autonome fait peur. Toute femme autonome est une sorcière. Les vieilles femmes, les femmes célibataires, les femmes lesbiennes. En fait, moins les femmes, comment dire, sont intéressées par la validation des hommes, plus elles font peur. J'en profite d'ailleurs pour vous montrer, alors ceux qui sont au fond, celles qui sont au fond auront du mal à voir, mais il y a des dessins, c'est un dictionnaire illustré. Oui, illustré aussi, par Marie Dubois, ouais, j'imagine qui a fait le dessin de couverture aussi, bien sûr, qui est formidable et a fait des illustrations pour la moitié des entrées. Et elle a des idées formidables et j'adore le dessin qu'elle a fait pour Vieille Dame, il est super, super funky. On continue à se balader un peu dans ce dictionnaire. Évidemment, on ne va pas passer en revue, on ne pourrait pas. Et ce serait dommage parce que vous n'auriez pas envie après d'avoir le bouquin. Mais on ne va pas faire les 150 entrées, mais quelques-unes comme ça, histoire de comprendre un peu et aussi d'avoir ton regard sur les différentes entrées. Par exemple, le génie lesbien, qui reprend une expression de la journaliste activiste Alice Coffin. À ce sujet, tu écris Rokhaya, claque, s'il y a des femmes auxquelles le féminisme se doit d'être redevable, ce sont bien les lesbiennes. Mais clairement, quand on regarde l'histoire du féminisme, les lesbiennes, elles sont là, elles sont partout. Enfin, Angela Davis. Attention, quand tu dis ça, ça fait peur. Elles sont là, elles sont partout. Mais il faut faire peur au patriarcat, c'est bien. Faisons trembler le patriarcat. Je pense que c'est une très bonne chose. Mais Monique Wittig, enfin toutes les Christine Delphi, le nombre de femmes en fait lesbiennes qui ont tellement contribué en fait à la pensée féministe, c'est absolument central. Et j'ai voulu faire une entrée génie lesbien en référence effectivement à l'expression éponyme du titre d'Alice Coffin, le génie lesbien, qui a été en fait, qui est l'œuvre, enfin ce terme a été créé par Yuri Casalino, justement dans le cadre de la conférence lesbienne auquel toutes les deux participent avec plein d'autres femmes tous les ans. Et oui, je trouve que c'est important de rendre hommage en fait à ces femmes qui, parce que elles sont moins sujettes à des interactions qui les placent dans une forme de besoin de validation des hommes, ont pu vraiment jouir d'une plus grande liberté que les femmes hétérosexuelles. Donc on leur doit beaucoup. Et toutes les pensées sur la maternité, sur la non-maternité, elles sont aussi le fait de femmes qui ont pu librement en faire état publiquement. Donc vraiment beaucoup de courage de ce côté voilà, du spectre. Puisqu'on se trouve ici au Grand Palais, dans les très beaux quartiers de Paris, il y a une entrée qui est aussi intéressante, c'est Parisienne. La Parisienne, tu écris à ce sujet, et je suis sûr que vous allez vous reconnaître, c'est sûr. Élégante, impertinente, romantique, audacieuse et libre. La Parisienne est la femme qui fait rêver. Un idéal fantasmé auquel aspirent de nombreuses femmes à travers le monde. D'ailleurs, elle est douée de compétences rares. Elle sait savamment travailler son style pour lui donner l'apparence d'un naturel obtenu sans effort. C'est incroyable en fait comme cette image de la Parisienne a traversé les frontières et comme c'est le support de la promotion de la France, c'est-à-dire qu'on a isolé Paris du reste du pays et on a choisi un type de femme, la Parisienne, mais qu'on a stéréotypée. Donc c'est la Parisienne, elle a cette espèce de don fantastique de ne jamais vieillir, de ne jamais grossir. Voilà, c'est vraiment une espèce de femme qui est presque pas humaine et qui sait effectivement toujours s'habiller avec style, mais vraiment sans avoir l'air d'y avoir pensé. C'est vraiment une espèce de chic naturel, travailler sans être travaillé, maquiller mais pas trop. C'est un exercice voilà, de tous les jours. Et en fait, je voulais rappeler combien c'était une image fabriquée pour le marketing de la France, puisque la France et Paris en particulier sont les premières destinations mondiales et que donc pour faire venir les touristes, il faut vendre du rêve. Et donc on vend du rêve les femmes dans la construction en fait, de cette idée de la féminité fabriquée pour vendre, matériellement fabriquée. Et voilà, donc je déconstruis cette image. En tant que Parisienne née à Paris, évidemment, je ne me reconnais pas dans cette image. Ouais, c'est ce que donc, tu rappelles, toi, tu es née à Paname, tu sais. Je suis née au kilomètre zéro de Paris, je suis née à l'hôpital Hôtel-Dieu. Donc vraiment, c'est le point de départ qui mesure toutes les distances depuis Paris. Donc vraiment, c'est le... Voilà. Donc effectivement, et pourtant, dans cette présentation, je ne me retrouve pas. Et je pense qu'on est nombreuses à pas forcément être nées à Paris, mais à vivre ici et à pas se reconnaître dans ces images qui sont
qui sont utilisés pour promouvoir notre ville. Donc voilà, la parisienne, pour moi, c'était vraiment important d'en parler. Et puis de parler de la manière dont elle s'est transformée aussi au fil des années. Il y a des parisiennes dont je parle qui ont révolutionné l'image stéréotypée. Je pense à Joséphine Baker. Ces femmes-là, ce sont des parisiennes qui ont participé justement à agrandir ce stéréotype qui était très, très, très petit. Ouais, tu y participes aussi. Je vais parler d'un autre bouquin, un autre de tes livres que j'avais beaucoup aimé, qui est une bande dessinée que tu co-signes avec Blachette, une illustratrice géniale, qui s'appelle Paris d'amis. C'est aussi dans cet univers. Là aussi, j'imagine que ça allait dans ce sens. Alors Paris d'amis, je l'ai fait avec Kim Consigny. Avec Kim Consigny, qui n'est absolument pas Blachette. Mais j'ai fait une bande dessinée avec Blachette. Qui s'appelle M'explique pas la vie, mec. Sur le mansplaining. Voilà. Mais Blachette qui est aussi une super... Mais tu sais pourquoi la confusion? Non mais en fait, t'es pas loin. Parce que j'ai fait un documentaire qui s'appelle La Parisienne démystifiée. Il y a des images, de Blachette. Donc on retombe sur nos pieds. Super, tout va bien. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, merci de m'avoir sauvé, Rokhaya. Il y a une autre entrée intéressante qu'on peut accoler aussi à la parisienne, oui et non d'ailleurs, sur les talons hauts. Sur les talons hauts, j'avais repéré cette page 496, excuse-moi, pour en lire un tout petit bout. Les talons hauts, portés d'ailleurs aussi bien par les hommes que par les femmes, puisque tu parles aussi de Jules Koundé, le footballeur Jules Koundé, et à son sujet, tu dis « Gare aux hommes qui tentent de prendre de la hauteur ». En mai 2024, le footballeur très looké Jules Koundé se présente au public en révélant sous son jean évasé des Santiago à talons. Si le look est validé par la majorité, quelques aigris critiquent la tenue, remettent en question la masculinité du sportif. Mais oui, en fait, c'est intéressant de voir que historiquement, les talons étaient portés par des hommes et qu'en en fait, au XXe siècle, c'est devenu un attribut féminin. Et ce qui est intéressant dans les vêtements qui sont considérés comme faisant partie de l'élégance féminine, sont toujours des vêtements extrêmement contraignants. Ce que disait Colette Guillaumin, qui était une sociologue féministe, elle disait que les jupes étaient aussi pensées pour entraver une forme de motricité des femmes. C'est-à-dire que les vêtements féminins sont beaucoup moins confortables. On a dans les jeans des poches qui sont... donc on a moins de poches. Elles sont beaucoup plus petites. Moi, j'ai découvert ça à l'âge adulte. J'étais choquée, en fait. Parce que je voyais toujours les hommes avec des grands téléphones dans leurs poches. Et en fait, nous, nos poches sont toutes petites. Et pourquoi nos poches sont petites? C'est pour vendre des sacs à main, évidemment. Parce que si on n'a pas la place dans les poches, il faut qu'on mette nos objets dans d'autres objets. Et le capitalisme sait très bien répondre à nos problèmes. Donc, il nous propose des objets pour compenser. Et comment donc, ça, le capitalisme n'est pas féministe? Je comprends pas. Toujours une solution. Le capitalisme crée des problèmes et trouve des produits pour les régler. C'est fascinant, c'est vertigineux. Il y a une entrée que j'ai beaucoup aimée et qui rend hommage à beaucoup de femmes que je tiens très haut en respect. C'est le terme boubou. C'est le boubou, le vêtement traditionnel. Et tu écris, vous voyez ce qu'est un boubou, évidemment. Vous voyez ce qu'est un boubou. Un boubou, ce sont les robes amples qu'on porte beaucoup en Afrique, notamment de l'Ouest, mais pas uniquement, et souvent avec des foulards. Et raconte-nous cette entrée. Pourquoi est-ce que tu parles du boubou? Parce que ma mère est sénégalaise, et que le Sénégal, c'est le pays de l'élégance. C'est un pays qui est très sérieux avec les vêtements. Vraiment, c'est vraiment un trait identitaire sénégalais très très fort. Et donc, ma mère, en plus d'être sénégalaise, elle est styliste. Donc je l'ai beaucoup vu. Ouais, là c'est double pression. Ouais, exactement. Et donc je l'ai beaucoup vu fabriquer des vêtements quand j'étais petite et j'ai vraiment grandi au son de la machine à coudre et ma mère faisait des vêtements qu'elle vendait aux femmes du quartier. Donc ce rapport aux vêtements est extrêmement important et parce que c'est aussi un vêtement qui a fait l'objet de stigmatisation dans la sphère publique. Quand Rachel Keke, la députée insoumise qui a été députée entre 2022 et 2024, qui était anciennement femme de chambre, leader syndical, gouvernante d'ailleurs des hôtels Ibis, elle est venue à l'Assemblée les premiers jours. Je suis même pas sûre que c'était un boubou. Mais c'était peut-être parce que, en fait, quand tu es une femme noire et que tu portes une grande robe, on dit que c'est un boubou. Mais bon, supposons que ce soit un boubou. Soit un boubou, soit une burqa. C'est ça, une abaya. Voilà. C'est ça. En fait, si t'es noir, voilà, si t'es noir ou arabe, quand tu portes une robe, c'est pas une robe, c'est un boubou, une abaya. Donc, elle a porté une robe ample qui était peut-être un boubou, mais en tout cas, ça a été critiqué comme n'étant pas républicain. Et je me dis, mais en fait, pour moi, c'est un uniforme de super-héroïne parce que je l'associe beaucoup à l'immigration, à ces femmes africaines qui vaillamment sont venues immigrer en France et souvent effectuer les métiers les plus difficiles. Et c'est beau, c'est super beau en plus. Donc ouais, le boubou, pour moi, c'est vraiment l'uniforme de la révolution et de la résistance. Et tu conclus cette définition d'une façon si
poétique et géniale, puisqu'on parle aussi de révolution, féminisme et révolution. Je vois le titre de cette discussion. Tu dis au sujet du boubou, je propose, et vous direz si vous êtes d'accord ou pas, je propose solennellement de faire du boubou un uniforme révolutionnaire. Ça vous va? Est-ce qu'on rajoute ça à la dédicace pour Emmanuel Macron? C'est jamais, ça peut passer au Parlement, ça, je sais pas. Il y a plusieurs personnalités aussi dont tu parles, dont tu fais la biographie ou la géographie dans ce dictionnaire amoureux du féminisme. Il y a celles qui font autorité d'hier à aujourd'hui. Il y a Angela Davis, il y a Simone de Beauvoir, il y a Christiane Taubira, il y a Gisèle Halimi. Il y a Frida Kahlo, il y a Paulette Nardal aussi, il y a Malala, il y a Greta Thunberg, il y a Simone Veil, j'oublie pas Gisèle Pellico. De laquelle de ces femmes dont je viens de parler, tu voudrais nous dire un mot? Peut-être là où tu tenais le plus à cœur d'écrire quelque chose, enfin il fallait absolument qu'elle soit dans ce dictionnaire. Pour le coup, toutes. Gisèle Halimi, oui. parce que... Enfin, moi, Gisèle Halimi, je trouve que... je la mettrai en écho avec Angela Davis parce que c'est une femme dont l'engagement était vraiment circulaire au sens de 360 degrés. Elle est connue pour son féminisme, pour le fait d'avoir fait avancer le droit sur la question de la contraception, enfin de l'IVG notamment, plutôt que de la contraception d'ailleurs, sur la question de la reconnaissance du viol comme un crime. Mais c'était aussi une femme qui était engagée contre la colonisation. Elle a vraiment risqué sa vie pendant la révolution algérienne pour défendre des révolutionnaires du FLN notamment, en tant qu'avocate. Et ça, je trouve que c'est remarquable. C'est une femme qui est tunisienne à l'origine, qui est née en Tunisie, qui a grandi en Tunisie et qui est venue en France à l'âge de ses études pour devenir avocate et qui est vraiment brillante et qui a aussi tout au long de sa vie pris la parole en faveur de la Palestine. Notamment, je me souviens en 2014 quand Israël avait bombardé les flottilles qui allaient en direction de la Palestine, elle a vraiment dénoncé ça de manière très très ferme dans un contexte où la sphère politique française était assez silencieuse. Donc je trouve qu'elle a une intégrité politique qui est absolument remarquable. Et de la même manière, Angela Davis, elle a été toutes les luttes, elle-même prisonnière politique. Elle a été effectivement, c'est une femme antiraciste, une féministe. Aujourd'hui, elle prend la parole énormément pour défendre les droits des personnes LGBTQIA, mais aussi des personnes trans en particulier. Et c'est aujourd'hui une militante du droit des animaux. Elle est végane et elle dit, je ne demande pas à tout le monde d'être végane, mais je demande aux gens de consommer en conscience et à penser au sort des animaux tels qu'on les consomme dans cet univers capitaliste. Elle est aussi très critique de la prison. Donc voilà, ce sont des femmes, je trouve, qui sont... Gisèle Halimi, je pense qu'elle est morte à 93 ans. Angela Davis, aujourd'hui, à 81 ans. Et en fait, elles ont réussi à traverser les époques en étant toujours justes, en fait, et en étant toujours des boussoles. Alors parfois, on voit des personnes qui prennent de l'âge et qui parfois s'égarent. Ça n'a jamais été le cas d'aucune d'entre elles. Il y a, on apprend aussi beaucoup de choses. Il y a des personnalités aussi qu'on apprend à connaître. Je ne connaissais pas l'existence de cette femme, donc tu pourrais nous dire quelques mots, qui s'appelle Yuri Kochiyama, qui est une Américaine, qui est décédée en 2014, qui est née, ses parents étaient japonais. Quelle est son histoire en quelques mots? Alors Yuri Kochiyama, c'est une femme effectivement qui est japonaise-américaine, qui a grandi aux États-Unis, en Californie, et dont la famille a été victime des dispositions qui ont été prises par l'État américain. Quand les Japonais ont attaqué Pearl Harbor, en fait, les Américains ont mis en place une politique de concentration contre les Japonais américains. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé des familles japonaises et ils les ont placées dans des camps dans le sud des États-Unis, alors que ces gens avaient de la citoyenneté japonaise. Et en fait, elle s'est retrouvée exposée du jour au lendemain au racisme avec une violence incroyable. Son père a été enlevé par le FBI, il a été interviewé tellement brutalement qu'il en est mort par la suite. Et puis elle, après dans son engagement, elle s'est rapprochée de Malcolm X, du mouvement Black Power, du mouvement pour les anticapitalistes, contre l'islamophobie. Elle a été de toutes les luttes, elle a vécu très longtemps aussi, plus de 90 ans. C'est une femme incroyable, vraiment assez proche. Vous avez l'occasion sur YouTube, il y a un dialogue entre Yuri Kochiyama et Angela Davis. C'est fabuleux, c'est vraiment deux grandes dames. Et on en apprend beaucoup sur elle aussi et sur d'autres femmes dans ce livre Dictionnaire amoureux du féminisme. Je parlais de femmes, de militantes, d'héroïnes qui font autorité. Il y a aussi des héroïnes de la pop culture, des héroïnes réelles ou imaginées. Il y a Lena Situation, j'allais dire évidemment. Il y a Britney Spears, il y a Janet Jackson aussi. Vraiment. On va pas le lire ici, mais ça m'a fait trop de peine.
ce que tu as écrit sur Janet Jackson, on va dire Miss Kid, la pauvre. Franchement, c'est trop dur. Vraiment. Et ce Justin Timberlake là, qui lui avait découvert le sein, je ne sais pas si vous vous rappelez cette histoire. En fait, ouais, Justin Timberlake qui apparaît dans 2 biographies, dans celle de Britney Spears. Vraiment, il a l'art et la manière de détruire la carrière des femmes. Hein. Il n'est pas si sympa que ça, finalement. Non. Il y a Loana Petrucciani aussi, la vraie Loana de Love Story. Tu en parles également. Zaya Dehar aussi. Voilà, deux femmes qu'on connaissait plus pour leur prénom, Loana et Zaya. Elles sont dans ce dictionnaire. Il y a Diams également des personnages imaginés. Il y a Lady Oscar, personnage d'un dessin animé, d'un manga également. Pourquoi Lady Oscar ? Lady Oscar, alors sans doute les gens qui n'ont pas mon âge ne connaissent pas Lady Oscar, mais Lady Oscar c'est... On fait un sondage. Qui connaît Lady Oscar ici ? Ah, pas mal. Lady Oscar, en fait, c'est l'héroïne d'un manga qui a été créé au début des années 70 qui s'appelle La Rose de Versailles. Et en fait, dans ce manga, l'histoire, c'est le chef de la garde royale, donc c'est sous l'Ancien Régime, qui a... donc, en fait, comme il est chef de la garde royale, c'est son enfant qui doit hériter, son fils qui doit hériter de sa fonction auprès de la monarchie française. Et donc, il a 7 filles. Et au bout de la 8e, il en a marre. Et donc, il dit, tu seras un garçon. Et cette fille l'appelle Oscar. Et donc, elle est élevée comme un garçon pour devenir, à son tour, capitaine de la garde royale de Marie-Antoinette. Et donc, c'est l'histoire de cette femme qui est tiraillée entre son identité féminine et le fait qu'elle soit capitaine de la garde royale, donc qu'elle soit officiellement un homme. Et tout ça se passe juste avant la Révolution. Donc, elle a aussi une histoire avec une personne qui... elle grandit auprès d'un jeune homme qui fait partie du tiers-état, qui travaille pour sa famille, elle tombe amoureuse de lui, donc elle ne sait plus si elle est du côté de la monarchie ou de la Révolution. Enfin, c'est super bien. C'est vraiment... Et j'aime bien ce personnage, justement, qui navigue entre les genres et qui, finalement, navigue aussi entre les classes sociales et entre la monarchie et la révolution. Et c'est un super manga qui est devenu aussi une série d'animation. Et ouais, dans la pop culture, tu continues. Il y a une entrée sur Ma sorcière bien-aimée. Vous connaissez cette série, Ma sorcière bien-aimée, également, pleine de clichés aussi. La rappeuse américaine Queen Latifah. On parle aussi de Shonda Rhimes, la productrice et showrunneuse américaine, à qui on doit notamment des personnages forts. Meredith Grey de Grey's Anatomy ou encore Olivia Pope de Scandale. On parle de King Kong Theory, aussi de Virginie Despentes, et même de Dr. Queen, femme médecin. Vous connaissez cette série aussi ? Dr. Queen, femme médecin, qui a pourri tous nos midis sur M6 pendant au moins 30 piges. Là, c'est rediffusé à nouveau sur Sister en ce moment. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu dis Dr. Queen, femme médecin, un des personnages féminins les plus forts et indépendants des séries télé des années 90. Mais en fait, c'est une histoire incroyable, Dr. Queen, femme médecin. Donc, dans un bled, dans le Colorado, il y a un village. Donc, c'est vraiment au milieu du 19e siècle, au moment de la colonisation de l'Ouest américain. Donc, un village assez hostile a besoin d'un médecin. Et donc, ils demandent des candidatures, ils reçoivent un CV et ils disent super. Sauf qu'en fait, ils pensaient... Donc, le CV qu'ils ont reçu disait Michaela Queen. Et eux, ils avaient lu Michael A. Queen. Ils pensaient avoir un homme. Et en fait, c'est une femme bourgeoise de Boston qui devient le médecin d'un bled super raciste, super sexiste. Mais vraiment super hostile. Elle s'installe là. Et en fait, elle arrive vraiment à installer son cabinet. Elle adopte une famille. Enfin, il y a tout un discours aussi autour des populations autochtones qui sont autour du village. Et moi, j'adore cette série, j'adore. Franchement, je suis fan. C'est toi qui la regardes alors. C'est moi. On a parlé des Oscar il y a un instant. Moi, je suis fanat de manga aussi. On est au Salon du Livre aussi, on en parle bien sûr. On parle de Rumiko Takahashi aussi, qui est une mangaka, une autrice très populaire, j'allais dire au Japon et même dans le monde entier, puisqu'elle a reçu un grand prix aussi à Angoulême, au Festival international de la bande dessinée. Tu parles aussi de Ranma 1/2, qui est une de ses séries phares aussi. Tu parles pas de Sailor Moon ? Je parle de Sailor Moon dans l'entrée Magical Girl. Ah. En fait, il y a une entrée Magical Girl. Magical Girl, c'est un style en fait d'animation, dans l'animation japonaise, de ces jeunes filles adolescentes qui se transforment et qui ont des pouvoirs magiques, qui deviennent autre chose. Et donc, il y a Krimi, Amy Magique, etc. Et Sailor Moon, quand même, je la cite parce que c'est la plus connue, quoi. Quand même 2 entrées sur Rumiko Takahashi pour le coup. Du coup, il y a Ranma et Rumiko Takahashi, c'est vrai. Super fan. Elle a beaucoup compté en tout cas dans ce parcours, dans cette construction aussi. Puis il y a des histoires plus personnelles dans le dictionnaire de Rokaya. Tu racontes comment la comédienne et réalisatrice Aïssa Maïga a toujours été là pour toi aussi, dès le début. Tu parles de ta sœur de podcast aussi, Grassly. D'ailleurs, comment est-ce que ce podcast s'appelle Kif Taras ? Est-ce qu'il y a des auditrices, des auditeurs de Kif Taras ici ? Des gens qui le consomment en podcast ? Vous avez bien raison. Merci, ça fait plaisir, merci.
peut-être aussi en quelques mots, comment est-ce que Kif Taras est devenu un des outils essentiels dans la boîte à outils antiraciste? Bah, je dois t'avouer qu'on est parti du personnel. On dit toujours que le personnel est politique, mais c'est vrai en fait, parce que Grassley et moi, nous sommes amis. On avait beaucoup de conversations sur les questions raciales, sur les questions de féminisme, et on avait l'impression que ces questions n'étaient pas vraiment évoquées de la même manière dans l'espace médiatique mainstream. Et donc on s'est dit, ce serait bien qu'on en fasse un podcast et qu'on le crée. Et donc au départ, c'était plus pour nous soulager, nous, et trouver un espace où on pouvait en discuter. D'ailleurs, tu nous as fait la joie d'être un de nos invités dans une des premières saisons de Kif Taras. Est-ce que c'est pas l'un des meilleurs épisodes? Mais si, Histoire d'un engagement de Raphaël Yem, Voilà. journaliste normand, Si parisien. vous ne l'avez pas écouté, allez-y, ça fera toujours plaisir. Et donc, en tout cas, nous, on a passé un super moment avec toi. Et donc, on a créé ce podcast. Et en fait, ça nous a dépassé. On s'est rendu compte qu'en témoignant de nos expériences, en faisant venir des intellectuels, des artistes, témoigner de leurs expertises, leurs expériences, en fait, il y avait un écho avec tellement d'autres gens qui vivaient la même chose et qui malheureusement ne trouvaient pas des espaces pour le faire. Donc il y a quelque chose un peu thérapeutique dans ça, mais c'est vraiment pour nous le moyen de parler de ces questions avec un style bienveillant, amical, vraiment, c'est hyper agréable et on est super heureuse à chaque fois de voir à quel point ça parle à d'autres gens. Oui. Ouais, j'en profite pour le dire, il y a donc ce podcast que vous pouvez aller écouter sur toutes les plateformes et on vous retrouve aussi sur scène Tout à maintenant avec des épisodes exceptionnels et ça se passe en ce moment, enfin en tout cas le dernier était cette semaine Au théâtre du 13e art, oui. dans le 13e arrondissement de Paris. On l'a dit en introduction, il y a plus d'une 150 entrées à ce dictionnaire qui est passionnant, qui est drôle aussi. J'ai appris beaucoup de choses, je tenais à t'en remercier, chère Rokhaya, mais tu le disais aussi, tu as dû faire des choix. Est-ce qu'il y a des mots que tu regrettes ne pas avoir pu mettre dans ce livre? Oui, en fait, en finissant le dictionnaire, je me suis rendu compte que j'avais pas mis la joie, qui est quand même... Donc s'il y a une réimpression, une réédition, j'ajouterai la joie. J'ai dû renoncer aussi à mettre Olympe de Gouges parce que... Moi, regarde, j'allais te poser la question, c'est écrit là. Je me suis dit, mais la mère de la déclaration des droits des femmes et de la citoyenne. J'ai une entrée qui s'appelle « Toutes les femmes ». 3 petits points. Et je liste toutes les femmes dont j'aurais aimé parler et dont je ne parle pas. Il y a Cher, il y a Jane Fonda, enfin, il y a énormément de femmes dont j'aurais aimé parler, mais à un moment donné, en fait, il faut finir. Et je pense que sinon, en fait, on n'arrête jamais. Et j'ai dû me dire, bon, bah, tant pis, cette fois-ci, je n'aurai pas tout le monde. D'ailleurs, on vient me voir, justement, c'est tombé au même moment, il faut finir. On a encore quelques instants, le temps que je puisse te poser mes toutes dernières questions. Oui, toi, c'était important de faire rimer féminisme et joie. Tout à fait. Après, la joie, elle est présente dans les entrées de manière indirecte. Le fait de mettre des objets culturels, des productions culturelles qui me font plaisir, qui font du bien à énormément de gens, c'est aussi une manière d'instiller la joie. Ouais. J'ai fait une entrée sur la mode. Voilà, il y a plein de choses qui sont présentes et qui montrent de la joie, des rires. J'ai essayé aussi, moi aussi, de tourner en dérision certains sujets ou certaines... voilà, sur le wokisme. Le dessin est très drôle, par exemple. Le dessin qu'a choisi de créer Marie Dubois, il est super drôle. On a des personnes qui crient justement tout ce qui est lié au wokisme, les droits humains, etc., etc. Et puis on a des gens comme ça qui sont anti-wokistes, qui sont effrayés par toutes ces idées dangereuses de féminisme, d'antiracisme que porterait le wokisme. Donc la joie, elle est présente. Elle n'est pas nommée telle qu'elle, mais elle est présente tout au long des termes que j'ai choisi de dénoncé dans ce dictionnaire. Pour t'accueillir sur ce grand canapé qui est tien depuis le début de cette session, j'ai cité ce que tu avais écrit sur Wonder Woman, mais s'il devait y avoir une entrée Rokhaya Diallo dans ce bouquin, qu'est-ce que tu écrirais, toi? C'est dur, hein? Une entrée... Et qu'est-ce qu'il faudrait absolument pas oublier? Parce qu'on sait que tu as un ego surdimensionné. Je sais pas ce que je dirais sur moi, franchement, je dirais... Attends, on va glaner des mots dans le public, on devrait mettre quoi comme mot? Vous dites sportif, j'ai entendu? Authentique. Oh, merci. Pardon, merci je suis une vieille personne, j'entends mal. Authentique. Tu dis? Éloquente. Merci beaucoup. Éloquente. Merci beaucoup. Allez, un autre, vous la cassez un petit peu, s'il vous plaît. Merci. Fédératrice. Voilà, bah, tu vois, il y a de quoi écrire des choses. Je me chargerai de faire ça pour toi, si tu veux. C'est trop gentil. Il y a un peu plus d'un mois, c'est la journée des droits des femmes. Qu'est-ce qui se passe si le 8 mars, je te souhaite bonne fête? Eh ben, je te dis que c'est pas ma fête. En fait, on veut pas des fleurs, on veut des droits. C'est ça que je te dirais. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe si tout de suite et avec cette salle, nous te chantons joyeux anniversaire? Puisque c'est aujourd'hui. C'était hier. Ouais. Hier. Ouais. Merci. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Rokhaya. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Regarde. Je suis désolée, mais comme tu l'as dit, j'ai un ego de malade. Je vais vous demander si vous pouvez le faire et je vais vous filmer si ça ne vous dérange pas. Attends, je vais le faire. Je vais dire à ma mère que je suis populaire. En plus, ici au Grand Palais, qui fête son anniversaire au Grand Palais à part Emmanuel Macron? En toute humilité. Attention. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Rokhaya. Bravo. Merci. Oh là là. J'ai jamais eu une telle célébration pour mon anniversaire. Merci beaucoup. C'est trop émouvant. Franchement, merci. Merci, Rafale. T'es trop forte. Fais comme si on venait pas de le faire. Merci en tout cas à vous toutes et à vous tous. Merci Rokhaya Diallo, vous pouvez applaudir très très fort. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous la retrouvez maintenant sur le stand de Plomb pour la signature de vos livres. Vraiment, n'hésitez pas, vous pourrez continuer la discussion avec elle et vous verrez, elle est très sympathique. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Très bon salon, au revoir.